J'étais là, devant le conseil. Les mots, lourds comme des pierres froides, tombaient un à un, faisant des ondes de silence qui me glaçaient le sang, se propageant dans la salle lambrissée. Je sentais mon souffle se bloquer dans ma gorge. Mes doigts s'accrochaient au bois rugueux de la table devant moi, comme à une planche de salut qui allait bientôt sombrer. Je savais. Au fond de moi, je savais que ce moment arriverait. Depuis le début des négociations du traité, depuis que les murmures d'un sacrifice avaient commencé à circuler dans la meute du Pien argenté, je sentais le poids d'un destin inéluctable s'abattre sur moi, comme un suaire sur mes épaules. Mais savoir quelque chose et l'entendre prononcer à voix haute, c'était deux choses entièrement différentes. Une guillotine n'est pas la même chose quand on la voit en dessin que quand on la voit sur la place publique. Mon père, l'Alpha Pierre du Pin argenté, refusait de croiser mon regard. Il se tenait à la tête de la longue table, ses larges épaules rigides, sa mâchoire serrée dans cette expression familière des froides déterminations qui avait défini chacune de nos interactions pendant ces 22 années de ma vie. Autour de lui, les membres du conseil remuaient sur leur siège. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres ouvertement satisfaits. Je reconnaissais la lueur de la vindication dans les yeux pâles de l'ancien George, le sourire à peine dissimulé sur le visage buriné du bêta Simon. Il m'avait toujours considéré comme un fardeau, une tache sur la réputation de la meute. Une file d'alpha sans loup, c'était pire qu'une oméga. Au moins, les omégas pouvaient se transformer, pouvaient contribuer à la force de la meute. Moi, j'étais un zéro, moins que rien, un déchet. La bête du Nord a accepté d'accueillir l'une des nôtres comme un geste de bonne volonté. La voix de mon père continuait, adoptant la cadence formelle qu'il utilisait pour les annonces importantes de la meute. En échange, il cessera les raids frontaliers et garantira le passage sécurisé de nos commerçants à travers le col du Nord. Les termes sont plus que généreux compte tenu de notre position. J'avais envie de rire. Généreux. Ils m'envoyaient à la mort et ils appelaient ça généreux. Tout le monde connaissait les histoires sur l'Alpharo du Nord, Julien le Saint-Pitié, le loup des monts, la bête. On ne l'avait pas vu sous sa forme humaine depuis plus de 5 ans. Certains se disaient plus longtemps encore. Il régnait sur son royaume depuis l'ombre, n'apparaissant que comme un loup noir massif d'une taille anormale, avec des yeux qui brillaient comme de l'or en fusion et une présence qui faisait trembler même les alphas les plus forts. Ceux qui entraient sur son territoire revenaient rarement, et ceux qui le faisaient parlaient à voix basse et terrifiés d'un monstre qui avait perdu toute trace d'humanité. Et maintenant, on m'envoyait à lui comme un agneau à l'abattoir. J'irais. Ma propre voix, régulière et claire, et trancher le silence pesant. Qu'aurais-je pu dire d'autre? Mendier la pitié de gens qui ne m'en avaient jamais montré? Supplier un père qui me regardait chaque jour avec une déception à peine dissimulée? J'avais appris il y a longtemps que la dignité était la seule chose que je pouvais contrôler. La seule armure que j'avais contre un monde qui avait décidé que j'étais inutile avant même que j'aie eu la chance de prouver le contraire. Mon père a enfin croisé mon regard, et l'espace d'un instant, j'ai cru y voir quelque chose clignoter. Du regret peut-être, ou juste du soulagement que je lui rende la tâche si facile. Tu partiras à la première lueur du jour, dit-il. Prends les affaires dont tu auras besoin. Le voyage vers le royaume du Nord prend 3 jours en chariot. 3 jours. 3 jours pour dire adieu à la seule vie que j'ai jamais connue, même si cette vie avait été remplie de solitude et de rejet. 3 jours avant de faire face à l'horreur qui m'attendait dans les montagnes glacées du Nord. Cette nuit-là, j'étais resté à ma fenêtre, observant le territoire du Pin argenté. La lune, pleine et lourde, planait au-dessus de la forêt, baignant toute d'une lumière d'argent. Au loin, j'entendais la course nocturne de la meute, les hurlements de mon peuple montant vers le ciel dans un cœur de joie sauvage et de connexion primale. Je n'avais jamais fait partie de cela. Je n'avais jamais ressenti la transformation que chaque loup-garou était censé vivre au plus tard à son 16e anniversaire.
Les guérisseurs m'avaient examiné d'innombrables fois, cherchant une explication, un remède. Ils n'avaient rien trouvé. Aucun blocage, aucune malédiction, aucune maladie physique. Mon loup n'existait tout simplement pas. Ou s'il existait, il restait enfoui si profondément que même la pleine lune ne pouvait le faire surgir. Ma mère était morte en me donnant naissance, un fait que l'ancien Georges ne me laissait jamais oublier. « Ta mère était forte », m'avait-il dit un jour, sa voix dégoulinante d'accusation. « Elle a survécu à 3 autres naissances sans difficulté. Mais toi, tu lui as tout pris. Peut-être est-ce que c'est pour cela que tu n'as rien à donner en retour. » J'avais 12 ans quand il avait dit ça. J'avais pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là et bien d'autres nuits encore. Mais finalement, les larmes avaient séché. Finalement, j'avais appris à construire des murs autour de mon cœur pour protéger les parties les plus tendres de moi-même du barrage constant de la cruauté déguisée en sollicitude. Le chariot est arrivé avant l'aube, une robuste charrette tirée par 2 chevaux de traits massifs. Le conducteur était un homme grisonnant du nom de Thomas, qui avait servi comme commerçant entre les territoires pendant des décennies. Il m'a aidé à charger ma seule malle d'affaires avec une efficacité douce, ses yeux gentils, même s'il disait peu que des parisines. Les premiers rayons du soleil perçaient déjà l'horizon. J'ai jeté un dernier regard à la maison de la Meute où j'avais grandi. Personne n'était venu me dire au revoir. Ni mon père, ni mes demi-frères et sœurs, pas même les oméga serviteurs qui m'avaient parfois montré de petites gentillesses quand personne ne regardait. Je partais comme j'avais vécu, seul et oublié. « Prête, mademoiselle ?» a demandé Thomas, sa voix rude, étonnamment douce. J'ai hoché la tête, montant dans ce chariot à côté de lui. Alors que les chevaux commençaient à avancer, nous éloignant du territoire du pin argenté et nous menant vers l'inconnu, j'ai senti quelque chose d'étrange s'installer dans ma poitrine. Pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être son cousin éloigné. Si je devais mourir, au moins ce serait quelque part de nouveau. Au moins mes derniers jours ne seraient pas passés à regarder les gens faire semblant que je n'existais pas. Le voyage vers le nord a été à la fois plus long et plus court que je ne l'avais imaginé. Nous avons traversé des forêts denses qui ont progressivement cédé la place à un terrain rocheux, la température diminuant régulièrement à chaque kilomètre parcouru. Thomas s'est avéré être un compagnon agréable, partageant des histoires de ses voyages quand le silence devenait trop lourd, mais ne me pressant jamais de parler quand je préférais me perdre dans mes pensées. La deuxième nuit, alors que nous campions au bord d'un petit ruisseau, il a enfin abordé ce que nous avions tous deux soigneusement évité. « Vous savez, a-t-il dit en remuant le feu avec un long bâton, les histoires sont probablement exagérées à propos du roi du Nord. D'après mon expérience, les légendes deviennent toujours plus grandes en les racontant. » J'ai apprécié sa tentative de réconfort, même si je n'y croyais pas tout à fait. « Avez-vous déjà été dans le royaume du Nord ?» ai-je demandé. Thomas a hoché lentement la tête, son visage buriné, pensif à la lumière du feu. « 2 fois. J'ai livré des cargaisons de céréales pendant l'hiver rigoureux il y a 3 ans, et encore le printemps dernier avec des fournitures médicales. Je n'ai jamais vu le roi lui-même, attention. Mais les gens là-bas, ils ne sont pas ceux à quoi vous vous attendriez. Disciplinés, oui, un peu froids et formels peut-être, mais pas cruels, pas des monstres. » Il a marqué une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Le château est quelque chose à voir cependant, construit dans la montagne elle-même, tout en pierre noire et glace, comme quelque chose des vieilles légendes. Le 3e jour, nous avons commencé à grimper. La route serpentait à travers des cols de montagne qui devenaient de plus en plus étroits et dangereux. La neige est apparue sur le sol, bien que ce soit la fin du printemps dans le sud, un rappel que le Nord vivait selon des règles différentes, suivait des saisons différentes. Et puis, alors que nous contournions un virage particulièrement serré, je l'ai vu. Le château du Nord se dressait devant nous comme une couronne sombre sur les pics blancs, exactement comme Thomas l'avait décrit. Des tours de pierre noire perçaient le ciel, leur surface scintillante de glace qui captait et reflétait le faible soleil.
Des murs massifs entouraient la structure, et je pouvais voir des gardes postés à intervalles réguliers, leurs silhouettes sombres se détachant sur la neige. C'était beau, d'une beauté terrible et impressionnante. Beau comme une lame ou une tempête hivernale. Beau et mortel. À mesure que nous approchions des portes principales, je suis devenu consciente des yeux qui nous observaient. Des gardes en armure noire et argent, leurs visages impassibles, suivaient notre progression avec l'attention concentrée de prédateurs, évaluant une proie potentielle. Les portes se sont ouvertes sans aucun signal visible, et nous sommes entrés dans une cour qui m'a coupé le souffle, malgré mes efforts pour rester insensible. La cour était énorme, facilement assez grande pour contenir toute ma meute 3 fois. Le sol était pavé de pierres noires lisses qui avaient été dégagées de la neige, révélant des motifs complexes d'incrustation d'argent qui formaient la silhouette d'un loup massif en plein saut. Des bâtiments entouraient l'espace sur 3 côtés, leur architecture sévère mais élégante, tout en angles vifs et hautes fenêtres. Et à l'extrémité, un grand escalier menait à l'entrée du château principal, ses portes de près de 6 mètres de haut, sculptées de scènes de loups courant sous une pleine lune. « Nous sommes arrivés, mademoiselle », a dit Thomas doucement, arrêtant le chariot près de la base des escaliers. Avant que je ne puisse répondre, les portes massives au sommet de l'escalier se sont ouvertes et une femme est descendue vers nous. Elle était grande et frappante, avec des cheveux noirs tirés en un chignon sévère et des yeux de la couleur de la glace. Elle portait une longue robe d'un violet profond qui balayait le sol alors qu'elle marchait, et sa posture rayonnait d'autorité et d'un mépris à peine dissimulé. « Vous devez être l'offrande du pin argenté », dit la Phantom, sa voix portant clairement à travers la cour. Elle ne l'a pas formulée comme une question. « Je suis Lady Sophie, première conseillère de Sa Majesté. Vous viendrez avec moi. » Je suis descendu du chariot, mes jambes instables après 3 jours de voyage. Je me suis tourné pour remercier Thomas, mais il était déjà emmené par un valet d'écurie, le chariot et les chevaux disparaissant vers ce que je supposais être les bâtiments de service. Juste comme ça, ma dernière connexion avec mon ancienne vie avait disparu. « Suivez-moi », ordonna Lady Sophie, se retournant déjà vers les escaliers. Sa Majesté n'apprécie pas qu'on la fasse attendre. J'ai hâté le pas derrière elle, essayant de ne pas glisser sur les marches glacées. En passant les énormes portes, je me suis retrouvé dans un hall d'entrée qui défiait l'imagination. Le plafond s'élevait à au moins 15 mètres au-dessus de ma tête, soutenu par des colonnes sculptées pour ressembler à des arbres anciens. Des tapisseries dépeignant des batailles épiques et des loups couronnés pendaient entre les colonnes, et le sol était en pierre polie qui reflétait tout comme de l'eau sombre. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était le froid. Ce n'était pas seulement la température. Bien que le hall fût certainement glacial malgré les énormes cheminées brûlant à chaque extrémité, c'était un froid plus profond, quelque chose qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. Un frisson qui parlait d'isolement et de douleur ancienne. « Le roi va vous recevoir maintenant », dit Lady Sophie, s'arrêtant devant une double porte de bois foncé liée d'argent. « Un conseil, jeune fille, ne le regardez pas directement. Ne parlez que si l'on vous adresse la parole, et ne montrez en aucun cas de peur. Il peut la sentir, et cela ne fait qu'aggraver les choses. » Avant que je ne puisse demander ce qu'elle voulait dire par « les choses », les portes s'ouvrirent, révélant la salle du trône au-delà. La salle du trône était vaste et faiblement éclairée, avec des fenêtres hautes sur les murs laissant passer des faisceaux obliques de pâle lumière du soleil qui ne faisaient rien pour réchauffer l'espace. Des torches brûlaient dans des appliques de fer le long des murs, leurs flammes projetant des ombres dansantes sur le sol. Et à l'extrémité de la pièce, sur une estrade surélevée, se trouvait le trône lui-même. Il était sculpté dans une seule pièce massive de pierre noire, son dossier en forme de tête de loup, les mâchoires ouvertes dans un hurlement silencieux. Mais le trône était vide. Au lieu de cela,
et tendu devant lui sur le froid dallage de pierre se trouvait le loup. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Rien n'aurait pu me préparer à la réalité de cet être. La bête du Nord était énorme, facilement de la taille d'un cheval adulte, peut-être plus. Sa fourrure était noire comme une nuit sans lune, épaisse et brillante même dans la faible lumière. Mais ce furent ses yeux qui captèrent vraiment mon attention. Or en fusion, exactement comme le disaient les histoires, mais il y avait quelque chose en eux que les histoires n'avaient jamais mentionné. L'intelligence, oui, et une puissance qui rendait l'air lourd, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. La tête massive du loup se tourna vers moi alors que Lady Sophie me guidait en avant. Ses yeux dorés se fixèrent sur moi avec une intensité qui me rendait transparente, comme s'il pouvait voir à travers mes os. Je sentais mon cœur marteler dans ma poitrine, sentais chaque instinct me crier de courir, de fuir ce prédateur suprême qui pouvait me déchirer d'un seul coup de sa patte énorme. Mais je n'ai pas couru. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à faire quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai soutenu son regard. L'aspiration nette de Lady Sophie me dit que j'avais fait une erreur, enfreint un protocole crucial, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux dorés, quelque chose qui appelait une partie de moi dont je n'avais pas soupçonné l'existence. Une reconnaissance peut-être, ou une question. À genoux, siffla Lady Sophie à mes côtés, ses doigts s'enfonçant dans mon bras avec une force brutale. À genoux devant votre roi, sotte fille. Mes jambes ont fléchi, mes genoux heurtant la pierre froide avec un choc aigu de douleur. J'ai baissé la tête, mon cœur battant toujours la chamade, mais je pouvais sentir qu'il me regardait toujours. Pouvais sentir le poids de son attention comme une chose physique pressant sur mes épaules. Votre Majesté, dit Lady Sophie, sa voix prenant une qualité douce, presque mielleuse. L'offrande de la meute du pain argenté, comme convenu dans le traité. Son nom est Marie, fille de l'Alpha Pierre. Elle est, comme vous pouvez le voir, tout à fait ordinaire. Pas de loup, pas de capacité notable, mais elle est jeune et en bonne santé, et elle a été instruite pour servir comme bon vous semble. Le mot me piqua, même si je ne m'attendais à rien de moins. Ordinaire, sans loup, inutile, les mêmes étiquettes qui m'avaient suivi toute ma vie. Je gardais les yeux fixés sur le sol, observant une petite fissure dans la pierre qui s'étendait devant moi comme une rivière gelée. J'entendis un mouvement, le son doux d'énormes pattes sur la pierre. Le loup approchait. Je me forçais à rester immobile, à respirer régulièrement. Même si chaque nerf de mon corps me criait « danger », plus proche, plus proche. Et puis, il était juste devant moi, et si près que je pouvais sentir la chaleur rayonnant de son corps massif. Je pouvais sentir la terre et le pain et quelque chose de sauvage qui me faisait tourner la tête. Je pouvais voir ses pattes maintenant, chacune plus grande que ma tête, pourvues de griffes qui semblaient capables de déchirer l'acier. Un seul coup. C'est tout ce qu'il faudrait pour m'achever. Une partie de moi se demandait si ce ne serait pas une miséricorde. Mais alors, quelque chose d'impossible se produisit. Le loup abaissa son énorme tête, mettant son museau à mon niveau. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma joue, pouvais voir les poils individuels de son museau strié ici et là d'argent. Et puis, très délibérément, il inhala. Il me sentait, j'ai réalisé. Apprenant mon odeur, cataloguant ma présence. Cela aurait dû être terrifiant. C'était terrifiant. Mais sous la terreur, je sentais autre chose remuer. Une étrange chaleur dans ma poitrine. Une attraction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ma main bougea avant que je ne puisse penser à ce que je faisais. Elle bougea d'elle-même, s'élevant de mon giron, s'étendant vers le loup massif devant moi. « Non !» Le cri de Lady Sophie arriva trop tard. Mes doigts s'entrèrent en contact avec la fourrure du loup. Le moment où ma peau l'a touché, le monde a explosé en sensations. Chaleur et froid, puissance et douceur, et tristesse ont toutes déferlé sur moi dans une vague qui m'a coupé le souffle.
Des images ont flashé derrière mes yeux. Des fragments de mémoire qui n'étaient pas les miens. Un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux dorés, riant au soleil. Le même homme plus âgé, debout sur un champ de bataille jonché de corps, son visage un masque de chagrin. La trahison. Une femme aux cheveux roux et aux yeux cruels, murmurant des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. La douleur, une douleur si terrible, des os se brisant et se reformant, un cri sans fin, et puis l'obscurité, une obscurité infinie, suffocante, et la perte de quelque chose de précieux. Son humanité, son espoir, la forme qu'il était né pour être. J'ai haleté, ma main toujours pressée contre la fourrure du loup. Tout mon corps tremblait sous la force de ce que je vivais. Je pouvais le sentir dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme même. Je pouvais sentir sa surprise, son choc devant cette connexion impossible. Personne ne devrait pouvoir le toucher comme ça. Personne ne devrait pouvoir voir en lui, ressentir ce qu'il ressentait. Mais je le pouvais, et plus que ça, il pouvait me sentir, moi aussi. Je le savais avec une certitude absolue, je pouvais sentir sa présence dans mon propre esprit, prudente et interrogative, explorant ce pont qui s'était formé entre nous, avec le toucher hésitant de quelqu'un qui avait oublié ce que c'était que d'être connecté. Le loup émit un son, quelque chose entre un gémissement et un grognement, la confusion évidente dans le grondement. Et puis, lentement, d'une manière impossible, les pattes avant de la créature massive se plièrent, sa tête s'abaissa davantage, et la bête du Nord, le loup démon, la créature qui avait fait trembler les armées, s'agenouilla devant moi. La salle du trône éclata dans le chaos. Lady Sophie criait quelque chose, sa voix aiguë d'alarme. Les gardes se sont précipités, leurs armes dégainées, ne sachant clairement pas s'il fallait défendre leur roi ou m'attaquer. Mais je n'enregistrais presque rien de tout cela. J'étais perdu dans les yeux dorés devant moi, dans la connexion qui vibrait entre nous comme une chose vivante, dans la certitude absolue que ma vie venait de changer d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Impossible, disait Lady Sophie, son visage pâle, son sang-froid s'effondrant enfin. C'est impossible. Elle n'est rien. Elle n'a pas de loup, pas de pouvoir. Cela ne peut pas arriver. Mais ça arrivait. Et alors que j'étais agenouillé sur le froid allège de pierre, ma main toujours posée sur la fourrure sombre du loup, je sentais quelque chose bouger au plus profond de ma poitrine. Quelque chose qui avait dormi toute ma vie remuait, s'étirait, ouvrait des yeux qui n'avaient jamais vu la lumière auparavant. Une voix qui était la mienne mais pas la mienne chuchotait dans mon esprit. « Enfin, disait-elle, nous t'attendions. » Les gardes furent ramenés d'un geste de Lady Sophie, bien que leurs mains restent sur leurs armes. Leurs yeux étaient fixés sur moi avec un mélange de peur et de suspicion. Le loup, le roi, restait agenouillé devant moi, son regard doré ne quittant jamais mon visage. Je pouvais toujours sentir la connexion entre nous, un fil d'or qui semblait lier mon cœur au sien, vibrant de chaleur et de lumière, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Expliquez-vous » exigea Lady Sophie, sa voix tendue d'une fureur à peine contrôlée. « Quelle sorcellerie est cela? Qu'avez-vous fait à Sa Majesté? » J'ai retiré ma main lentement, la perte de contact me faisant soudainement sentir froide et démunie. Les yeux du loup ont suivi le mouvement, et j'aurais juré y voir un éclair de regret. « Je ne sais pas, » ai-je dit honnêtement, ma voix à peine un murmure. « Je n'ai rien fait. Je l'ai juste touché. Et puis j'ai senti... » Je me suis tu, ne sachant pas comment exprimer ce que j'avais vécu. Comment pouvais-je expliquer que, l'espace d'un instant, j'avais vu dans l'âme de cet être ancien et puissant, que j'avais senti sa solitude, sa rage, son espoir désespéré et tenace que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, sa malédiction puisse prendre fin. Les yeux de Lady Sophie se sont rétrécis, m'étudiant avec une intensité qui me donnait envie de me recroqueviller. « Garde, dit la conseillère d'un ton sec. Emmenez-la à la tourelle.
Enfermez-la jusqu'à ce que nous puissions déterminer quelle sorte de créature elle est vraiment. Si elle est une sorte d'espionne, une arme envoyée par nos ennemis pour nuire au roi. Non, le mot ne vint pas de moi, Mstiji, mais du loup lui-même. Ou plutôt pas un mot exactement, mais un grognement si profond et si autoritaire qu'il sembla faire vibrer les pierres même du château. Chaque personne dans la salle du trône se figea. Le loup se leva, sa forme massive atteignant toute sa hauteur imposante. Il se plaça entre moi et les gardes, son langage corporel manifestement protecteur. Le visage de Lady Sophie traversa une série d'expressions, choc, colère et calcul, toutes clignotant sur ses traits en succession rapide. « Votre Majesté », commença-t-elle, son ton soigneusement contrôlé. « Vous ne pouvez certainement pas vouloir protéger cette fille. Nous ne savons rien d'elle. Elle pourrait être dangereuse. » La réponse du loup fut un autre grognement sourd, celui-ci teinté d'avertissement. Sa queue, aussi épaisse qu'un tronc d'arbre, balaya le sol en signe d'agitation évidente. Lady Sophie recula d'un pas, mais si c'était par peur ou par retraite stratégique, je ne pouvais pas le dire. « Comme vous le souhaitez, Votre Majesté, » dit la conseillère finalement, inclinant la tête dans une révérence qui réussit d'une certaine manière à transmettre son déplaisir. « Dois-je faire préparer des appartements pour notre invité dans l'aile principale? » Le loup tourna sa tête pour me regarder et je me retrouvais de nouveau prise dans ce regard doré. Je pouvais sentir quelque chose de lui, une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer, transmise par cette étrange connexion que nous partagions. Une question peut-être ou une demande. Sans comprendre comment je le savais, je compris ce qu'il voulait. Il voulait que je reste prêt. Il me voulait là où il pouvait me sentir, me protéger, comprendre ce qui venait de se passer entre nous. « Oui, mère », m'entendis-je dire, répondant à une question que personne d'autre ne pouvait entendre. Je resterai. Les yeux du loup semblaient s'éclaircir un instant, et je sentis la chaleur fleurir de nouveau dans ma poitrine. Cette sensation étrange et merveilleuse d'être vue, vraiment vue, pour la première fois de ma vie. Lady Sophie claqua sèchement des mains, et des serviteurs apparurent par des portes que je n'avais pas remarquées. « Préparez la chambre des roses », ordonna-t-elle. « Veillez à ce qu'elle soit nettoyée et chauffée. Notre invité séjournera dans l'aile familiale. » La façon dont elle prononça « invité » fit clairement comprendre qu'elle voulait dire prisonnière. Mais je m'en moquais. J'étais trop occupé à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé dans les dernières minutes. La connexion, l'agenouillement, la voix dans ma tête qui avait affirmé attendre. Qu'est-ce qui m'arrivait? Alors que les serviteurs s'empressaient d'obéir aux ordres de Lady Sophie, le loup recula vers son trône. Mais il n'y prit pas place. Au lieu de cela, il s'allongea devant, son corps massif au repos, mais ses yeux toujours fixés sur moi, observant, gardant, attendant. « Venez, » dit Lady Sophie froidement, me serrant le bras une fois de plus. « Je vais vous montrer vos chambres, et ensuite, vous et moi allons avoir une très longue conversation sur qui et ce que vous êtes exactement. » Alors que j'étais emmené hors de la salle du trône, je jetai un dernier regard par-dessus mon épaule. Le loup n'avait pas bougé, mais ses yeux dorés suivaient chacun de mes pas, et je pouvais toujours sentir ce fil nous reliant, s'étirant, mais ne se brisant pas à mesure que la distance entre nous augmentait. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait, ne comprenais pas la voix dans ma tête, ou le pouvoir que j'avais senti couler en moi quand je l'avais touché. Mais je savais avec une certitude absolue que rien ne serait plus jamais pareil. Et pour la première fois de ma vie, cette pensée ne me remplissait pas de terreur. Elle me remplissait de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La chambre des roses s'est avérée être une belle pièce dans l'aile est du château, tout en murs de pierre pâle et hauts de fenêtres donnant sur les pics de la montagne. Un feu avait été allumé dans l'énorme cheminée, et les serviteurs avaient rempli la pièce de fourrure chaude et de linge doux. Des fleurs fraîches étaient posées dans des vases de cristal sur diverses surfaces, des roses dans des tons de blanc
et de roses pâles qui remplissaient l'air d'un délicat parfum. Cela aurait dû être accueillant. Au lieu de cela, ça ressemblait à une belle cage. Lady Sophie renvoya les serviteurs d'un geste sec, puis se tourna pour me faire face, ses yeux bleu glace froids et jaugeurs. « Asseyez-vous, » ordonna-t-elle, indiquant une chaise près du feu. Je m'assis plus parce que mes jambes se sentaient faibles que par désir d'obéir. Les événements de la dernière heure m'avaient épuisé d'une manière inattendue, et je sentais la fatigue tirer mes membres. « Maintenant, » dit Lady Sophie, restant debout, planant au-dessus de moi dans une claire démonstration de pouvoir. « Vous allez tout me raconter. Chaque détail de votre vie, de votre famille, de votre meurtre, et surtout, vous allez me dire comment vous avez réussi à créer cette connexion avec Sa Majesté. » Je rencontrai le regard de la femme avec fermeté, puisant dans des réserves de courage que je ne savais pas posséder. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je l'ai touché et puis j'ai senti quelque chose comme un lien se former entre nous. Impossible, claqua Lady Sophie, commençant à faire les 100 pas dans la pièce comme un prédateur en cage. Le roi a été examiné par toutes les puissantes sorcières, tous les guérisseurs doués, toutes les femmes sages des territoires du Nord. Sa malédiction est absolue. Il ne peut pas prendre forme humaine, ne peut pas communiquer, sauf par les gestes les plus élémentaires. Ne peut pas former de liens mentaux, même avec sa propre meute. Et pourtant vous, une personne sans loup, une inconnue d'une meute mineure du Sud, vous affirmez pouvoir le sentir, pouvoir vous connecter à lui. Le mépris dans sa voix était palpable. Peut-être mentez-vous. Peut-être que tout cela est un plan élaboré par votre père pour obtenir un avantage dans les négociations du traité. J'ai senti une étincelle de colère s'allumer dans ma poitrine. Mon père reconnaît à peine mon existence, dis-je, ma voix plus acérée que je ne l'avais voulu. Il m'a envoyé ici pour mourir parce que je suis une honte pour lui. Croyez-moi, Lady Sophie, je ne suis l'espionne de personne. J'essaie juste de survivre. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Lady Sophie, quelque chose qui aurait pu être de la surprise ou un réexamen. « Parlez-moi de votre mère, » dit-elle. Elle brusquement, changeant de tactique. « Comment s'appelait-elle? De quelle lignée venait-elle? » J'ai cligné des yeux devant la question inattendue. Ma mère s'appelait Elena. Elle est morte en me donnant naissance. Je ne sais pas grand-chose de sa lignée. Mon père n'en a jamais parlé. « Elena » répéta Lady Sophie, les sourcils froncés. « Et le nom de sa meute avant qu'elle ne s'accouple avec votre père? » Je ne sais pas, avouai-je. Mon père a détruit tous les registres la concernant après sa mort. Je pense que ça lui faisait trop mal de se souvenir d'elle. C'était du moins ce que les servantes Oméga m'avaient dit en chuchotant quand j'étais enfant, que l'Alpha Pierre avait aimé sa compagne si farouchement que sa mort avait brisé quelque chose en lui, qu'il ne pouvait pas me regarder sans voir la femme qu'il avait perdue. Lady Sophie resta silencieuse un long moment, son expression distante, comme si elle calculait quelque chose. Finalement, elle parla. « Reposez-vous, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Vous ne serez pas autorisé à quitter cette pièce sans escorte. Les repas vous seront apportés et vous n'essayerez en aucun cas de voir Sa Majesté sans ma permission expresse. Comprenez-vous? » J'ai hoché la tête, trop fatigué pour discuter. Lady Sophie s'arrêta à la porte, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Quoi que vous pensiez avoir ressenti dans cette salle du trône, dit la conseillère doucement, ne laissez pas cela vous donner de faux espoirs. La malédiction du roi a consumé des femmes plus grandes que vous. Il serait sage de vous souvenir que vous n'êtes ici que parce que votre meute vous considérait comme jetable. » Les mots tombèrent comme des coups physiques, mais je refusais de les laisser transparaître sur mon visage. Je me contentais de soutenir le regard de Lady Sophie jusqu'à ce que la femme se retourne et quitte la pièce, la porte se refermant derrière elle avec une finalité inquiétante. Seul enfin, je me laissais tomber dans la chaise, tout mon corps tremblant d'une réaction tardive. Dans quoi m'étais-je fourré? Je repensais à ce moment dans la salle du trône,
à la sensation de la fourrure du loup sous ma paume, au flot d'images et d'émotions qui m'avaient submergé. C'était réel. Je savais que c'était réel. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Et pourquoi le loup s'était-il agenouillé devant moi? Je me levai et m'approchai de la fenêtre, regardant les montagnes enneigées. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui semblaient impossibles dans ce paysage gelé. Quelque part dans cet immense château, le loup était seul. Je pouvais encore le sentir, réalisai-je avec un sursaut, pouvais encore sentir ce fil doré qui nous reliait, faible, mais indéniable. Pensait-il à moi, lui aussi? Se demandait-il qui était cette file qui avait en quelque sorte brisé son isolement? Je pressai ma main contre la vitre froide, mon souffle embuant la surface. Je ne comprends rien à tout cela, murmurai-je à mon propre reflet. Mais je vais comprendre. Je dois le faire. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais ressenti autre chose que du rejet quand quelqu'un m'avait regardé. Quand les yeux dorés du loup avaient rencontré les miens, je n'avais pas vu de déception ou de dégoût. J'avais vu de la reconnaissance, de la compréhension, une connexion qui défiait toute explication, mais qui semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais vécu. Et je n'allais pas laisser les avertissements de Lady Sophie ou ma propre peur m'enlever cela. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine étrange. J'étais confiné à la chambre des roses et au petit salon attenant, des serviteurs m'apportant mes repas et s'occupant de mes besoins, mais ne parlant jamais au-delà des courtoisies les plus élémentaires. J'ai essayé de les engager dans la conversation, désespéré d'obtenir des informations sur le château, le roi, la malédiction qui le liait. Mais ils évitaient mes questions avec une habileté rodée, leur visage soigneusement vide chaque fois que je posais des questions de fond. Lady Sophie me rendait visite chaque matin, me soumettant à de longs interrogatoires sur mon passé, ma famille, tout ce qui pourrait expliquer la connexion que j'avais formée avec le roi. Je répondais aussi honnêtement que possible, mais je voyais bien que la conseillère ne me croyait pas. Comment le pourrait-elle? Alors que moi-même je comprenais à peine ce qui s'était passé. La 3e nuit de mon confinement, je me suis réveillé pour trouver la lumière de la lune inondant ma fenêtre. J'avais rêvé que je courais dans une forêt, que de puissants muscles me propulsaient en avant, que le vent me traversait la fourrure que je n'avais pas. Le rêve avait été si vif que le réveil ressemblait à une perte, à un arrachement, à quelque chose d'essentiel. Je me suis assise dans mon lit, le cœur battant, et c'est alors que je l'ai ressenti. Une attraction forte et insistante, tirant ce fil doré qui me reliait au loup. Il m'appelait en quelque sorte à travers la distance du château, à travers les murs de pierre et les portes verrouillées. Il me tendait la main à travers notre lien. J'ai glissé hors de mon lit, enfilant une épaisse robe de chambre par-dessus ma chemise de nuit. La porte de ma chambre était verrouillée de l'extérieur. Je l'avais testée plusieurs fois, mais la porte du salon restait ouverte, et cette pièce avait une 2e porte qui menait à un couloir de service. J'avais vu les femmes de chambre l'utiliser quand elles m'apportaient mes repas. Me déplaçant aussi silencieusement que possible, j'ai essayé la porte de service. Elle s'est ouverte facilement, révélant un couloir étroit éclairé par des torches fixées dans des appliques de fer. J'ai hésité un instant seulement avant de passer. L'attraction était plus forte maintenant, une sensation physique dans ma poitrine qui me poussait en avant. Je la suivais comme un compas, la laissant me guider à travers le labyrinthe de couloirs. Plusieurs fois, j'ai dû me cacher dans des recoins ou des passages latéraux pour éviter les gardes, mon cœur battant la chamade alors qu'il passait à quelques mètres de ma cachette. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis resté introuvable, comme si les ombres elles-mêmes m'aidaient à me dissimuler. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais n'était probablement que des minutes, je me suis retrouvé devant une paire de lourdes doubles portes. L'attraction vibrait maintenant dans tout mon corps, si forte qu'elle en devenait presque douloureuse. Il était derrière ces portes. Je le savais avec une certitude absolue. Les portes n'étaient pas verrouillées. Elles s'ouvrirent à mon contact, révélant une chambre immense qui me coupa le souffle.
C'était une chambre à coucher, clairement, mais différente de toutes celles que j'avais jamais vues. Le plafond s'élevait haut au-dessus, soutenu par des piliers sculptés. Une cheminée assez grande pour y tenir debout brillait le long d'un mur, et des fenêtres 2 fois ma hauteur bordaient un autre, offrant une vue sur les montagnes et le ciel étoilé au-delà. Mais ce qui dominait l'espace était le lit. Il était énorme, facilement assez grand pour 6 personnes, drapé de fourrure et de tissus riches dans des nuances de bleu nuit et d'argent. Et au centre de ce vaste lit, à la fois majestueux et désespérément seul, se trouvait le loup. Ses yeux dorés se sont fixés sur moi au moment où je suis entré, et j'ai senti la connexion entre nous surgir avec de la reconnaissance et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Salut », ai-je murmuré, me sentant soudainement idiote. Que dire à un roi maudit qui ne pouvait pas parler, qui m'avait en quelque sorte appelé à lui à travers le château? Les oreilles du loup se sont dressées, sa tête massive s'inclinant légèrement comme s'il m'écoutait, avec une intensité qui dépassait l'audition physique. Lentement, prudemment, il s'est levé du lit et s'est dirigé vers moi, son pas mesuré, contrôlé, comme s'il essayait de ne pas m'effrayer, comme si une créature qui pouvait me déchirer avec à peine un effort craignait de me faire peur. Il s'est arrêté à quelques mètres, assez près pour que je puisse le toucher si je le souhaitais, mais assez loin pour me laisser de l'espace. Attendant, toujours attendant que je fasse le choix, je me suis surprise à sourire malgré l'étrangeté de la situation. « Tu m'as appelé, n'est-ce pas? » ai-je dit doucement. « Je t'ai senti tirer notre connexion. Je n'ai pas pu l'ignorer. » Le loup a fait un son, un doux reniflement qui aurait pu être un accord ou une surprise. Il s'est abaissé au sol, ramenant sa tête à mon niveau, ses yeux dorés cherchant mon visage. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce que je sois assez proche pour sentir la chaleur rayonnant de sa fourrure sombre. « Puis-je? » ai-je demandé, tendant ma main. La réponse du loup fut de déplacer son poids, appuyant doucement sa tête contre ma paume. Le moment où ils se sont touchés, ce flot de sensations est revenu. Mais cette fois, j'étais plus préparé. Je m'y suis ouverte, l'ai laissé me traverser sans résistance. Et en le faisant, j'ai commencé à comprendre. « Moment, ici je dois faire une pause, comme si je m'adressais à vous. Tout ça, cette situation avec Julien, le loup, la malédiction, c'était juste... C'est fou, non? Imaginez un peu. Je suis cette fille qui n'a jamais eu de place nulle part, que sa propre famille a jeté comme un vieux jouet. Et tout d'un coup, je suis connecté à ce truc, à cette bête légendaire qui fait trembler les royaumes. Et je suis censé le comprendre, le sauver. Dans mon village, on aurait dit que j'avais mangé un champignon hallucinogène ou que j'étais possédé par un esprit farceur. Et pourtant, là, dans ses yeux dorés, je sentais une vérité plus forte que tout ce que j'avais jamais connu. C'est à la fois terrifiant et apaisant. On se dit, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que le destin a un sens de l'humour tordu? Je ne sais pas, sincèrement. Ça me dépasse encore aujourd'hui. Mais bon, je m'égare. Revenons à l'histoire. La malédiction n'était pas seulement une contrainte physique. Elle était stratifiée, complexe, tissée de magie noire qui remontait à des années. J'ai vu des fragments de comment c'était arrivé. Une femme belle et terrible, aux cheveux roux et aux yeux brillants de malice. Sophie, mais plus jeune, différente en quelque sorte. Et à ses côtés, un homme que je reconnus comme le roi sous sa forme humaine, bien qu'il ait l'air différent ici aussi. Plus doux, moins méfiant, n'aurait jamais dû faire confiance. La trahison était survenue lors d'un rituel de pleine lune, une cérémonie sacrée censée renforcer le lien entre le roi et son peuple. Mais Sophie l'avait tordu, corrompu, utilisant son propre pouvoir contre lui. Je vis le moment où la transformation commença. Quand Julien était passé à sa forme de loup, puis s'était retrouvé incapable de redevenir humain, je vis l'horreur dans ses yeux lorsqu'il réalisa ce qui lui avait été fait. Je vis les années qui suivirent,
des années d'isolement et de futilité, a tout essayé pour briser la malédiction, tandis que son royaume chuchotait qu'il était devenu un monstre. Mais sous toute cette douleur, cette rage et ce désespoir, je sentais autre chose. Un noyau de bonté que la malédiction n'avait pas touché, ne pouvait pas toucher. Julien était toujours là, se battant toujours, espérant toujours, même quand l'espoir semblait la plus cruelle des farces. Je te vois, ai-je murmuré, ma main toujours posée sur sa fourrure, des larmes coulant sur mes joues, bien que je les remarquasse à peine. Je vois qui tu es vraiment, et tu n'es pas un monstre. Tu ne l'as jamais été. Le loup, Julien, émit un son qui me brisa le cœur. Un gémissement brut et vulnérable. Le son de quelqu'un qui avait été seul si longtemps que la gentillesse lui paraissait un coup physique. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Cette partie endormie de moi-même remuait plus fortement maintenant. Nous trouverons un moyen de briser ça, ai-je promis, ne sachant pas d'où venait cette certitude, mais la ressentant néanmoins au plus profond de mes os. Je ne sais pas encore comment, mais nous trouverons un moyen. Tu n'as plus à être seul. Les yeux dorés de Julien se sont fermés un instant, et à travers notre lien, je sentis une gratitude si profonde qu'elle me donna envie de pleurer. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de nouveau, de la détermination, et peut-être les premières pousses fragiles de la confiance. Nous avons passé des heures ensemble cette nuit-là. Je m'étais recroquevillé contre la forme massive de Julien, tandis qu'il était allongé sur le sol près du feu. Je lui ai parlé, lui racontant des histoires sur ma vie au pays argenté, sur le fait de grandir sans ma mère, sur la solitude d'être différente de tout le monde autour de moi. Et bien qu'il ne puisse pas répondre par des mots, je sentais ses réponses à travers notre lien. Compréhension, sympathie, une reconnaissance partagée de ce que cela signifiait d'être isolé, même au milieu d'une foule. À un moment donné, l'épuisement m'a saisi et je me suis assoupi, la tête posée sur la fourrure douce de Julien, me sentant plus en sécurité que jamais dans toute ma vie. Je me suis réveillé pour me retrouver dans mon propre lit, dans la chambre des roses, sans souvenir clair de comment j'étais arrivé là. Un instant, je me suis demandé si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais ensuite, j'ai remarqué les poils de loup noir collés à ma robe de chambre, et j'ai senti la chaleur du lien qui brillait toujours dans ma poitrine, et j'ai su que c'était réel. Ce jour-là, quand Lady Sophie est venue pour son interrogatoire matinal, j'ai étudié la femme avec un regard nouveau. Elle semblait plus âgée que dans les visions que j'avais eues, ses cheveux sombres maintenant striés d'argent, son visage plus ridé. Mais c'était la même personne, la même femme qui avait trahi son roi et l'avait maudit à cette demi-vie. « Vous fixez, dit Lady Sophie froidement. Avez-vous oublié vos manières en même temps que votre bon sens? » J'ai ravalé les accusations coléreuses qui voulaient jaillir. Je ne pouvais pas révéler ce que je savais. Pas encore. Pas avant d'en comprendre davantage sur la malédiction et comment la briser. Affronter Sophie maintenant ne ferait que me mettre en plus grand danger. Je m'excuse, ai-je dit à la place, baissant les yeux dans une démonstration de soumission qui me donnait la chair de poule. Je ne voulais pas être impoli. Sophie m'étudia longuement, la suspicion évidente dans ses yeux bleu glace. « Vous semblez différente ce matin, observa-t-elle. Plus posée, moins effrayée. Pourquoi cela? » J'ai haussé les épaules, essayant de paraître décontracté. Je suppose que je m'adapte à mes nouvelles circonstances. Cela fait presque une semaine. Même les situations les plus étranges finissent par sembler normales. C'était une faible explication, mais Sophie sembla l'accepter. Ou peut-être qu'elle ne s'en souciait pas assez pour insister davantage. Sa Majesté a demandé votre présence dans la salle du trône cet après-midi, dit la conseillère, son ton indiquant clairement à quel point cela lui déplaisait. Vous y serez escorté à l'heure convenue. Ne supposez pas que cela signifie que vous avez un statut spécial. Vous êtes ici par tolérance, rien de plus. Mais je pouvais voir le mensonge dans l'expression serrée de Sophie, pouvais entendre le fil d'inquiétude sous ses mots hautains. La conseillère avait peur.
Peur de ce que je pouvais représenter, de ce que ma connexion à Julien pourrait signifier pour la structure de pouvoir soigneusement construite par Sophie pendant les années de la malédiction de Julien. Bien, pensai-je avec une satisfaction féroce qui me surprit. Quel épaisseur! Cet après-midi-là, je fus conduite à la salle du trône par une paire de gardes au visage sévère qui me surveillait comme si j'allais faire pousser des ailes et m'envoler à tout moment. Quand les portes s'ouvrirent, je trouvai l'espace transformé. Là où auparavant il avait été sombre et froid, la lumière du soleil filtrait maintenant par les hautes fenêtres et des brasero avaient été allumés dans toute la pièce, la remplissant de chaleur et de lumière dansante. Et au centre de tout cela, allongé devant son trône dans une pose d'aisance royale, se trouvait Julien. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, et je sentis le lien s'enflammer entre nous. Une vague de chaleur et d'accueil qui me fit sourire malgré la formalité du cadre. Je marchai en avant, consciente des gardes derrière moi et des pins. Des courtisans et des conseillers alignés le long des murs de la pièce, tous observant avec une curiosité à peine dissimulée. Quand j'atteignis la base de l'estrade, je fis une révérence, plus pour le spectacle que par un véritable sentiment de déférence. Quand je me relevai, Julien avait bougé, descendant de l'estrade pour se tenir directement devant moi. Il était encore plus impressionnant en pleine lumière. Sa fourrure noire brillante comme de la soie, ses yeux dorés vifs et alertes, sans hésitation, sans peur, je tendis la main et posai ma main sur sa tête, juste entre ses oreilles. Un gaspement collectif se répandit dans la cour assemblée, mais je l'ignorais. À travers notre lien, je sentais l'amusement et l'approbation de Julien. Il aimait que je n'aie pas peur de lui, que je le traite en égal plutôt qu'en monstre à craindre. Sophie s'avança de là où elle se tenait près du trône, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Votre Majesté, dit-elle, sa voix tendue, c'est sûrement très irrégulier. Cette fille ne devrait pas être autorisée à une telle familiarité. » Julien tourna la tête pour regarder sa conseillère, et même moi qui pouvais sentir ses émotions à travers notre lien, je fus frappé par la présence imposante qu'il dégageait. Le loup ne pouvait pas parler, mais son langage corporel en disait long. C'était son choix, sa décision, et Sophie le respecterait ou ferait face aux conséquences. La conseillère se tut, bien que ses yeux, quand ils rencontrèrent les miens, soient remplis d'une telle venimosité que je dus réprimer un frisson. J'avais un ennemi, c'était clair, mais j'avais aussi gagné quelque chose de bien plus précieux. Un allié, une connexion, peut-être avec le temps, quelque chose d'encore plus que cela. Julien fit un geste de sa tête massive, une indication claire que je devais le suivre. Il me conduisit hors de la salle du trône à travers des couloirs que je n'avais pas encore explorés, jusqu'à ce que nous atteignions une série de portes qui s'ouvrirent sur une vaste bibliothèque. Je haletais d'émerveillement. Je n'avais jamais vu autant de livres en un seul endroit. Ils tapissaient les murs du sol au plafond, des milliers et des milliers de volumes, leur reliure de cuir brillant à la lumière des hautes fenêtres. Des tables et des fauteuils confortables étaient dispersés dans tout l'espace, et un feu brûlait joyeusement dans une autre cheminée massive. Julien se dirigea vers l'une des tables où je remarquai qu'une pile de livres avait déjà été déposée. Il les toucha du nez, puis me regarda avec attente. Je m'approchai, examinant les titres. Ils portaient tous sur les malédictions, la magie noire, les histoires de lignées anciennes et de rituels oubliés. « Tu veux que je fasse des recherches? » dis-je, la compréhension pointant. « Tu veux que je t'aide à trouver un moyen de briser la malédiction? » La queue de Julien remua une fois, une claire affirmation. Je sentis des larmes monter à mes yeux. Il me faisait confiance pour cela, partageant son espoir désespéré que, quelque part dans tous ses livres, pourrait se trouver la réponse qu'il cherchait depuis des années. Je le ferai, promis-je, passant ma main le long de son dos, m'émerveillant de la force souple que je pouvais sentir sous sa fourrure. Je lirai chacun de ses livres s'il le faut. Nous trouverons un moyen.
Et ainsi commença une nouvelle phase de mon séjour dans le Royaume du Nord. Mes journées s'organisèrent autour de la lecture et de la recherche, Julien étant souvent allongé à mes côtés pendant que je travaillais, sa présence à la fois réconfortante et motivante. J'appris qu'il pouvait comprendre les mots écrits et je pris l'habitude de lui lire à voix haute, discutant de théories et de possibilités comme si nous avions une conversation normale. À travers notre lien, je pouvais sentir ses réponses, son accord ou son scepticisme, son espoir grandissant que peut-être, enfin, quelqu'un pourrait l'aider. Les nuits étaient différentes. Julien m'appelait à travers notre lien, et je me glissais dans l'ombre jusqu'à ses chambres où nous nous blottissions ensemble, partageant chaleur et compagnie pendant les heures solitaires de l'obscurité. J'appris le rythme de sa respiration, la façon dont ses oreilles se redressaient quand quelque chose que je disais l'amusait, la chaleur de sa présence dans mon esprit quand nous laissions notre connexion s'approfondir. Cela aurait dû être étrange, cette intimité avec quelqu'un piégé sous forme de loup, mais cela me semblait naturel d'une manière que rien dans ma vie n'avait jamais été auparavant. Pour la première fois, j'avais trouvé quelqu'un qui me voyait, vraiment, et ne me trouvait pas imparfaite. Et je pouvais sentir à travers notre lien que Julien ressentait la même chose. J'étais la première personne en des années à l'avoir regardé et à avoir vu non pas un monstre ou une malédiction, mais un homme se battant toujours pour son humanité. Les semaines passèrent ainsi, avec moi gagnant progressivement de petites libertés à l'intérieur du château, le personnel s'habituant à ma présence. J'explorais les lieux quand le temps le permettait, marchais sur les remparts observant les montagnes, apprenais les noms et les visages des gardes et des serviteurs qui commençaient lentement à s'adoucir à ma discrète amabilité. Et à travers tout cela, Sophie observait avec des yeux calculateurs son déplaisir évident dans chaque mouvement raide, chaque mot froid. Je savais que la conseillère tramait quelque chose. Je le sentais dans la façon dont Sophie me regardait, comme un prédateur évaluant sa proie. Mais je n'étais plus la fille effrayée qui était arrivée aux portes du château. J'avais trouvé ma force. Ou peut-être qu'elle avait toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. C'est par un froid matin, 6 semaines après mon arrivée, que je fis la découverte qui allait tout changer. Je lisais un tome particulièrement ancien, ses pages jaunies et fragiles, son texte écrit dans une langue archaïque qui nécessitait une traduction minutieuse. Le chapitre traitait de la magie du sang et des liens ancestraux, des sujets qui me donnaient la chair de poule par leurs implications. Mais là, enfoui dans une note de bas de page, se trouvait une référence à la lignée lunaire, une lignée censée avoir disparu il y a des siècles. Selon le texte, les membres de la lignée lunaire possédaient des capacités bien au-delà des loups-garous normaux. Ils pouvaient guérir des blessures mortelles, pouvaient communiquer de pensée à pensée avec n'importe quel loup, indépendamment des liens de meute, et surtout, pouvaient défaire les malédictions tissées avec la magie noire en canalisant le pouvoir de la lune elle-même. La seule contrainte était que leur pouvoir restait dormant jusqu'à ce qu'ils soient éveillés par une véritable connexion émotionnelle, par un lien qui dépassait le physique pour entrer dans le royaume de l'âme. Mes mains tremblaient en lisant les mots encore et encore. Se pouvait-il? Pourrais-je éventuellement descendre de cette lignée légendaire? Cela expliquerait tant de choses. Pourquoi je n'avais jamais pris ma forme de loup? Pourquoi je pouvais me connecter à Julien alors que personne d'autre ne le pouvait? Pourquoi cette voix dans ma tête avait parlé d'attente? Mon loup n'avait pas été absent. Il avait dormi, attendant le moment où il serait nécessaire, attendant lui. Je devais le dire à Julien. Je devais lui montrer ce que j'avais trouvé. Je me suis levé brusquement, serrant le livre contre ma poitrine et me précipitant hors de la bibliothèque. Je savais où il serait à cette heure. Il passait ses matinées dans les terrains d'entraînement, supervisant la pratique des gardes, même s'il ne pouvait pas se battre à leur côté comme il l'avait fait autrefois. Mais alors que je me précipitais dans les couloirs, mon esprit en ébullition avec des possibilités, j'ai failli entrer en collision avec Lady Sophie. La conseillère se tenait là, bloquant le couloir,
les bras croisés, son expression plus froide que la neige des montagnes. « Vous allez quelque part si vite ?» demanda Sophie, sa voix d'une douceur trompeuse. J'ai serré le livre plus fort, un instinct me mettant en garde de ne pas révéler ce que j'avais trouvé. « J'allais juste trouver Sa Majesté, » dis-je prudemment. « J'ai fait des recherches comme il me l'a demandé. » « Comme vous êtes dévoué, » dit Sophie, son ton indiquant clairement qu'elle pensait tout le contraire de mon dévouement. « Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait être si important pour que vous deviez interrompre les devoirs du roi? » Je rencontrai son regard avec fermeté. « Cela ne regarde que Sa Majesté et moi-même. » C'était une déclaration audacieuse, à la limite de l'insolence. Les yeux de Sophie se rétrécirent dangereusement. « Vous oubliez votre place, jeune fille. Vous êtes ici par tolérance. Un mot de ma part et vous vous retrouverez dans les donjons. Ou pire. Alors dites le mot, » ai-je défié, surprise par mon propre courage. « Mais nous savons toutes les deux que vous ne le ferez pas, parce que Sa Majesté a clairement indiqué qu'il voulait que je sois ici, et même vous n'osez pas le défier directement. » Les mots restèrent en suspens entre nous, une ligne tracée qui ne pouvait être franchie. Le visage de Sophie rougit de colère, son calme se brisant enfin. « Vous vous croyez si maligne, » siffla-t-elle. « Vous pensez avoir gagné quelque chose en obtenant l'affection d'une bête maudite, mais vous ne savez rien, enfant idiote. Cette créature n'est pas un roi. C'est un animal et il ne sera jamais rien de plus. L'homme qu'il était a disparu et aucune pensée pieuse ne le ramènera. » J'ai senti la fureur monter dans ma poitrine, chaude et féroce. « Vous avez tort, » dis-je calmement, mais avec une conviction absolue. Il est plus un roi dans sa forme actuelle que certains souverains ne le sont sous leur forme humaine. Il est bon, fort et honorable, et si vous ne pouvez pas voir cela, alors c'est peut-être vous qui êtes vraiment maudite. La main de Sophie bougea si vite que je la vis à peine venir. La gifle claqua sur ma joue, me faisant tourner la tête sur le côté et me faisant monter les larmes aux yeux. « Comment osez-vous » Sophie respira, sa voix tremblant de rage. « Comment osez-vous me parler ainsi? J'ai servi ce royaume plus longtemps que vous n'êtes en vie. Je l'ai maintenu quand votre précieux roi ne pouvait même pas tenir court sous sa forme humaine. J'ai tout sacrifié pour maintenir l'ordre, et je ne me laisserai pas sermonner par une inconnue sans loup qui se croit spéciale parce qu'une bête tolère sa présence. » Le bruit de pas précipité interrompit tout ce que j'aurais pu dire en réponse. Un garde apparut au coin du couloir, le visage rouge d'effort. « Lady Sophie, halota-t-il, Sa Majesté demande votre présence immédiate dans la salle du trône. » Il ajouta, ses yeux se posant sur moi. Il demande aussi la présence de Lady Marie. Sophie lissa son expression une fois de plus, le tableau d'un calme froid. « Bien sûr, dit-elle, nous allons le rejoindre immédiatement. » Elle me dépassa sans un autre regard, mais je pouvais sentir le poids de sa haine comme une chose physique pressant contre mon dos. Je suivis plus lentement, ma joue me piquant toujours de la gifle, mon esprit tourbillonnant. Que voulait Julien? Avait-il en quelque sorte senti la confrontation à travers leurs liens? Quand nous atteignîmes la salle du trône, je la trouvais remplie de courtisans et de conseillers, tous l'air nerveux et incertain. Et au centre de tout, Julien se tenait sous sa forme de loup, sa posture rayonnant l'agitation. Au moment où je suis entré, ses yeux dorés trouvèrent les miens, et je sentis une vague d'inquiétude à travers notre lien. Je m'avançai, ignorant les murmures qui suivaient mon mouvement. Quand je l'atteignis, Julien baissa la tête, reniflant mon visage, et je sus qu'il pouvait sentir le sel de mes larmes, pouvait probablement voir la marque rouge sur ma joue. Un grognement roula profondément dans sa poitrine, et il se tourna pour fixer Sophie d'un regard qui promettait des conséquences. « Votre Majesté » commença Sophie, sa voix douce malgré la menace claire dans la posture de Julien. « Je vous assure, quoi que la fille vous ait dit est exagéré. Nous avons simplement eu un petit désaccord sur la bienséance et le protocole. » Je posai ma main sur la tête de Julien,
essayant de le calmer à travers notre lien. « Ce n'est pas grave, dis-je doucement. S'il te plaît, laisse tomber. » Mais Julien ne fut pas si facilement apaisé. Il s'éloigna de moi, se dirigeant vers Sophie à pas lents et délibérés. La conseillère tint bon, mais je pus voir la peur traverser ses yeux. Le loup s'arrêta à quelques centimètres d'elle, sa tête massive au niveau de la sienne, ses yeux dorés la perçant d'une intensité qui fit reculer nerveusement plusieurs courtisans. Puis, très délibérément, Julien lui tourna le dos. Dans la hiérarchie de la meute, c'était l'une des plus grandes insultes possibles. Tourner le dos à quelqu'un, c'était le déclarer indigne d'intérêt, indigne même du respect dû à un ennemi. Le message était clair. Sophie avait franchi une ligne et il y aurait des conséquences. Le visage de la conseillère devint blanc, puis rouge, un mélange de honte et de rage. Mais elle ne put protester, ne put se défendre sans aggraver les choses. Elle resta simplement là, figée, tandis que Julien retournait à mes côtés. « J'ai trouvé quelque chose, dis-je doucement, parlant à Julien, mais sachant que tout le monde dans la pièce pouvait entendre. Dans mes recherches, quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait aider. » Les oreilles de Julien se dressèrent, toute son attention sur moi maintenant. À travers notre corps, je sentis son espoir désespéré mêlé à la peur de la déception. J'ai ouvert l'ancien tome que je portais toujours, trouvant la page sur la lignée lunaire. « Il existe une lignée, commençai-je, lisant à voix haute pour que tout le monde puisse entendre. Une lignée ancienne que l'on croyait éteinte il y a des siècles. Ceux de cette lignée possédaient des dons uniques, y compris la capacité de briser les malédictions tissées avec la magie noire. » Je levai les yeux, rencontrant les yeux dorés de Julien. Le texte dit que leur pouvoir reste dormant jusqu'à ce qu'ils soient éveillés par un véritable lien d'âme, une connexion qui va au-delà de la loyauté de meute ou de simples liens de compagnons, une reconnaissance qui transcende la forme physique. La salle du trône était devenue complètement silencieuse. Chaque œil était fixé sur moi, chaque oreille tendue pour entendre mes mots. « Je pense, continuai-je, ma voix à peine un murmure mais portant clairement dans le silence, je pense que je pourrais être de cette lignée. Cela expliquerait pourquoi je n'ai jamais changé de forme. Pourquoi mon loup a dormi toutes ces années. Il n'était pas absent. Il attendait, attendant le moment où il serait nécessaire. Je pris une profonde inspiration, puis prononçai les mots qui allaient tout changer. « Attends-toi. » Une onde de choc parcourut les courtisans assemblés. Sophie fit un bruit de dérision. « Impossible, » dit-elle sèchement. « La lignée lunaire est un mythe, rien de plus. Et même si elle était réelle, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez y être lié? Vous n'êtes personne, rien. Un échec sans loup d'une meute mineure. » Mais je n'écoutais plus Sophie. J'étais entièrement concentré sur Julien, sur le lien qui vibrait d'entre nous, doré et chaud et de plus en plus fort à chaque instant qui passait. « Je ne sais pas si j'ai raison, lui dis-je, ignorant tout le monde dans la pièce. Mais je sais ce que j'ai ressenti la première fois que je t'ai touché. Je sais ce que je ressens chaque fois que nous nous connectons. Et je sais que quelque chose en moi s'est réveillé depuis que je suis venu ici. Quelque chose de puissant, quelque chose qui te reconnaît. » Je posais les deux mains de chaque côté de sa tête massive, regardant profondément dans ses yeux dorés. « Laisse-moi essayer. Laisse-moi voir si je peux briser cette malédiction. Même si j'échoue, même si rien ne se passe, au moins nous saurons. Au moins nous aurons essayé. » Un long moment, Julien me fixa simplement, et je pouvais sentir la guerre qui faisait rage en lui à travers notre lien. L'espoir luttant contre la peur de la déception, le désir de liberté luttant contre la terreur de se permettre de croire que cela pourrait être possible. Finalement, lentement, il hocha la tête, un geste clair et délibéré de consentement et de confiance. Je sentis des larmes monter à mes yeux. « Ce soir, dis-je doucement, ce soir, quand la lune sera pleine et haute, nous irons au cercle sacré et j'essaierai de faire surgir tout le pouvoir qui sommeille en moi. J'essaierai de te ramener. » La salle du trône éclata dans le chaos.
Les courtisans se parlaient les uns aux autres, les gardes semblaient incertains, les conseillers protestaient que c'était de la folie. Mais à travers tout cela, la voix de Sophie fut la plus claire. « C'est de la folie », déclara-t-elle, sa voix résonnant d'autorité. « Votre Majesté, je vous supplie de reconsidérer. Le cercle sacré n'a pas été utilisé depuis la nuit de votre malédiction. Tenter ce rituel avec une fille non entraînée et non prouvée, c'est courir au désastre. » Julien se tourna vers sa conseillère et même sous sa forme de loup, son déplaisir était évident. Il revint vers son trône, sautant sur l'estrade avec une grâce sans effort malgré sa taille massive. Puis il fit quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il s'assit sur le trône lui-même, sa posture royale et autoritaire, chaque centimètre le roi qu'il était né pour être. Le message était clair, il avait pris sa décision. L'affaire était close. La mâchoire de Sophie se serra, ses mains se serrant à ses côtés. Mais elle ne put rien faire d'autre que d'incliner la tête en signe d'acquiescement, même si la fureur rayonnait de chaque ligne de son corps. « Comme vous le souhaitez, votre Majesté, » dit-elle à travers des dents serrées, « je ferai les préparatifs nécessaires. » Alors que les courtisans se dispersaient lentement, chuchotant toujours entre eux, je restais debout devant le trône, mes yeux fixés sur ceux de Julien. À travers notre lien, je sentais sa gratitude, sa confiance, son espoir désespéré et fragile que peut-être, enfin, son cauchemar pourrait prendre fin. Et sous tout cela, je sentais autre chose, quelque chose de chaud et de tendre et de profond. Il tenait à moi non seulement comme quelqu'un qui pourrait le libérer, mais comme une personne, comme Marie, comme la femme qui avait regardé une bête maudite et avait vu un roi. Le sentiment était mutuel. Quelque part au cours des dernières semaines, sans tout à fait réaliser ce qui se passait, j'étais tombée amoureuse de lui, de sa force et de sa gentillesse, de la façon dont il me faisait me sentir en sécurité, valorisé et vu, de l'homme que je pouvais sentir sous la malédiction, attendant d'être libéré. Ce soir, je le sauverai ou j'échouerai de manière spectaculaire. Mais quoi qu'il en soit, je donnerais tout ce que j'avais pour essayer parce qu'il en valait la peine, parce que nous en valions la peine. Le reste de la journée passa dans un flou de préparatifs. Je fus emmené dans une chambre où des préposés me baignèrent dans de l'eau infusée d'herbe, tressèrent des fleurs de lune dans mes cheveux et me vêtirent d'une robe d'un blanc pur qui semblait scintiller à la lumière. Tout au long de ces moments, je pouvais sentir Julien à travers notre lien, une présence constante qui à la fois me calmait et m'énergisait. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances de feu, je fus conduite au cercle sacré. Il était situé dans une clairière en altitude dans la montagne, entouré de menhirs qui vibraient d'une puissance ancienne. Les pierres étaient sculptées de symboles que je ne reconnaissais pas, des mots dans une langue plus ancienne que la mémoire. Et au centre du cercle, une pierre d'autel plate captait les derniers rayons du soleil, brillant comme de l'argent poli. Julien était déjà là, allongé devant l'autel dans une pose de soumission qui semblait étrange sur une créature si puissante. Mais je compris. Il se plaçait entièrement entre mes mains, me confiant sa vie, son âme, son espoir. La cour assemblée se tenait en dehors du cercle de pierre, observant un silence alors que j'entrais dans l'espace sacré. Au moment où je franchis le seuil, je le sentis. Un pouvoir ancien, profond et patient, vibrant à travers la pierre sous mes pieds, chantant dans mon sang. Mon loup, dormant depuis si longtemps, s'éveilla pleinement pour la première fois. Je marchais là où Julien était allongé, ma robe blanche traînant sur le sol, laissant des motifs dans la fine couche de neige qui recouvrait la clairière. Je m'agenouillais à ses côtés, posais mes mains sur sa fourrure sombre et m'ouvris complètement à notre lien. La connexion s'enflamma entre nous, plus forte que jamais, une corde dorée qui y a éteint ma âme. « J'ai besoin que tu changes de forme, murmurai-je, ne sachant pas comment je savais cela,
mais certaine que c'était vrai. Tu dois essayer de prendre ta forme humaine, et quand tu ne pourras pas, quand la malédiction tentera de te maintenir sous cette forme, je la briserai. Nous la briserons ensemble. Les yeux de Julien rencontrèrent les miens, et je sentis sa peur. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas essayé de se transformer. 5 ans à être piégé, à oublier ce que cela faisait de se tenir sur 2 jambes, de parler d'une voix humaine. Et si cela avait été trop long? Et si même briser la malédiction ne pouvait pas restaurer ce qu'il avait perdu? Fais-moi confiance, dis-je doucement, mes mains se déplaçant pour encadrer sa tête massive, mon front appuyé contre le sien. Fais-nous confiance. Fais confiance à ce que nous avons construit ensemble. La lune s'éleva au-dessus des pics de la montagne, pleine et brillante, baignant le cercle sacré d'une lumière d'argent. Je sentis une puissance déferler en moi, un pouvoir que je n'avais jamais su posséder. Les menhirs commencèrent à briller, leur marque ancienne pulsant de lumière. Et dans mon esprit, clair comme une cloche, j'entendis une voix, mon loup, ma propre voix, mais différente en quelque sorte, plus ancienne, plus sage, prête. Maintenant, respirai-je. Le corps de Julien commença à scintiller, à se transformer, ses os commençant à craquer et à se reformer dans l'agonie familière de la transformation. Mais alors, la malédiction s'activa. La magie noire s'élevant comme une fumée noire de sa fourrure, l'enveloppant, le forçant à rester sous sa forme de loup. Je pouvais le sentir, pouvais le voir avec des sens que je ne possédais pas avant cet instant. La malédiction était complexe, stratifiée, conçue pour être incassable. Mais elle avait un défaut. Elle supposait que Julien serait toujours seul. Elle n'avait jamais tenu compte d'un lien comme le nôtre. Je fermai les yeux et plongeai au plus profond de moi-même, à l'endroit où mon loup attendait. Je sentis mon propre corps commencer à se transformer pour la première fois de ma vie. Je sentis mes os s'allonger et se remodeler. Je sentis de la fourrure pousser le long de ma peau. Mais cette transformation était différente des transformations normales des loups-garous. Le pouvoir coulait en moi, l'énergie lunaire canalisée par la lignée et le lien. Et quand mes yeux s'ouvrirent, ils brillaient d'une lumière argentée pure. Je n'étais pas entièrement louve, pas entièrement humaine, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose d'ancien et de puissant et de terrifiant. Et j'étais magnifique. Je rejetai ma tête en arrière et hurlai, un son qui fit trembler les pierres mêmes, qui résonna à travers les montagnes et les vallées, appelant chaque loup dans un rayon de 100 kilomètres. Et en hurlant, je déversais tout ce que j'avais dans le lien que je partageais avec Julien. Tout mon amour, toute ma confiance, toute ma conviction absolue qu'il était destiné à être plus que ce que cette malédiction avait fait de lui. La magie noire qui entourait Julien se brisa comme du verre. La malédiction maintenue pendant 5 ans grâce au sort continu de Sophie et au sacrifice sombre se déchira sous l'assaut de ma puissance lunaire. La transformation de Julien se compléta en un éclair. Les os craquèrent, la forme changea jusqu'à ce que soudainement, de manière impossible, un homme s'agenouille là où se trouvait le loup. Il était magnifique. Des cheveux sombres tombaient sur ses épaules, striés d'argent aux tempes. Son corps était puissamment bâti, marqué de cicatrices qui racontaient des histoires de batailles menées et survécues. Et ses yeux étaient le même or en fusion, brûlant d'émotion lorsqu'ils rencontrèrent les miens. Il respira, sa voix rauque de désuétude, mais plus profonde et plus riche que je ne l'avais imaginé. Tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. Je suis revenu à ma forme humaine, la transformation venant aussi naturellement que respirer maintenant que mon loup s'était enfin éveillé. Je tremblais, épuisé par le pouvoir que j'avais canalisé, mais je ne m'étais jamais senti aussi vivante. Nous l'avons fait, corrigeai-je, tendant la main vers lui. Julien attrapa mes mains, me tirant contre lui, et je pus enfin le toucher tel qu'il était vraiment. Sa peau était chaude, sa prise forte, molle et douce.
Son parfum m'enveloppait. Le pain et la terre est quelque chose d'unique à lui. J'ai voulu te tenir ainsi, dit Julien doucement, ses bras m'enlaçant. Depuis le moment où tu m'as touché pour la première fois, depuis que tu as regardé un monstre et vu un homme. Tu n'as jamais été un monstre, insistai-je, mes mains encadrant son visage, m'émerveillant des plans nets de ses pommettes, de la force de sa mâchoire. Tu as toujours été un roi, toujours toi-même. La malédiction n'y a pas pu changer cela. Julien sourit, et cela transforma son visage, le fit paraître plus jeune, plus léger, libre d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. « Ma compagne », murmura-t-il, son front se posant contre le mien. « Ma vraie compagne, choisie non pas par la politique ou la stratégie, mais par le destin lui-même, par la connexion entre nos âmes. » Je sentis des larmes couler sur mon visage, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'un bonheur écrasant. « Ta compagne, acquiesçai-je. Si tu me veux, si tu veux ça, nous. » La réponse de Julien fut de m'embrasser. Ce fut doux d'abord, hésitant, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il était trop audacieux. Je lui rendis l'embrassade avec le même regret, la même joie, déversant tout ce que je ressentais dans ce baiser. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, la cour assemblée éclata en acclamations. Les gardes frappèrent de leurs armes contre leurs boucliers en signe de célébration. Les courtisans applaudirent, et même les serviteurs qui s'étaient rassemblés pour regarder souriaient et essuyaient des larmes. Mais tout le monde ne célébrait pas. Sophie se tenait au bord de la clairière, son visage un masque de fureur et d'incrédulité. Alors que je la regardais, la conseillère se retourna et s'enfuit, disparaissant dans l'obscurité au-delà du cercle sacré. « Elle essaiera de nous arrêter, » dis-je doucement, la regardant partir. « C'est elle qui t'a jeté cette malédiction, n'est-ce que ben? Je l'ai vue dans les visions quand nous nous sommes connectés pour la première fois. Elle n'acceptera pas qu'elle ait été brisée. » L'expression de Julien se durcit, son bras se resserrant autour de ma taille de manière protectrice. « Quel essai, dit-il, sa voix portant l'acier du commandement qui le marquait comme un vrai roi. Elle a détenu le pouvoir ici trop longtemps, a utilisé ma malédiction pour faire avancer sa propre position, mais cela se termine ce soir. Ce soir, tout change. » Il se tourna pour s'adresser à la foule assemblée, sa voix résonnant claire et forte. « Mon peuple, cria-t-il, pendant 5 ans, vous avez enduré un roi maudit, un souverain qui ne pouvait même pas vous montrer son visage. Vous êtes restés loyaux alors que vous aviez tout le droit de m'abandonner, de choisir un nouveau chef. Votre foi ne sera pas oubliée. » Il fit une pause, me regardant avec une telle chaleur dans les yeux que je sentis mon cœur éclater. « Cette femme, Marie du Pien Argenté, n'est pas seulement ma sauveuse. Elle est ma véritable compagne, reconnue par la plus ancienne magie, bénie par la lune elle-même. Et quand nous tiendrons la cérémonie d'accouplement, elle deviendra votre reine. L'accepterez-vous? L'accueillerez-vous comme l'une des vôtres? » Le rugissement d'approbation qui lui répondit fit trembler la montagne elle-même. La meute du Nord, semblait-il, était plus que prête à embrasser la femme qui avait libéré leur roi. Je n'ai jamais oublié d'où je venais, jamais oublié la fille que j'avais été avant d'arriver à ces portes de montagne. Et j'ai utilisé ce souvenir pour m'assurer que dans mon royaume, personne ne serait jamais mis de côté comme je l'avais été. Chaque enfant était valorisé, chaque personne avait la chance de trouver sa place et son but. C'était la base, la fondation de tout. Quand je repense à cette nuit-là, je me demande si j'aurais dû me sentir plus submergé par le protocole ou la grandeur. Mais je crois que c'était le plus simple des sentiments, la chaleur dans ma poitrine, la main de Julien dans la mienne, qui était le plus réel. C'est ça l'amour, non? Une chose simple et pourtant capable de renverser des empires. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, alors que la lune brille sur le cercle sacré, je me retrouve à regarder mes enfants, nos enfants. Julien tient la petite Elena, qui gazouille et essaie d'attraper les rayons lunaires dans ses petites mains. À leur côté,
Nos jumeaux, des garçons nés il y a 1 an à peine, leurs yeux déjà teintés d'or. Fais ton vœu, mon amour, dit Julien doucement, désignant la pierre d'autel où, selon la tradition, les vœux faits sous la pleine lune sont entendus par le destin lui-même. Je ferme les yeux, mais aucun vœu ne me vient à l'esprit. Que pourrais-je demander que je n'ai déjà? Un compagnon qui m'aime, des enfants qui s'épanouissent, un royaume en paix, un but et un sentiment d'appartenance et d'acceptation que je n'avais jamais cru possible. Au lieu d'un vœu, je fais une promesse. Ne jamais prendre ce bonheur pour acquis, me battre pour lui chaque jour, être digne du miracle qui m'a transformé d'une fille rejetée en une reine aimée. Quand j'ouvre les yeux, Julien me regarde avec la même expression qu'il avait la première nuit où nous nous sommes vraiment connectés, quand il s'était agenouillé devant moi sous sa forme de loup. L'amour, l'émerveillement et la gratitude mêlés. Pas de vœu, demande-t-il. Je secoue la tête, me rapprochant pour me tenir à ses côtés, posant doucement ma main sur la tête de notre fille. J'ai tout ce dont j'ai besoin, dis-je simplement. Juste ici. La lune s'élève plus haut, baignant le cercle sacré d'une lumière d'argent, alors que la famille royale se tient unie, leur lien incassable, leur avenir lumineux de possibilités. Et si parfois, tard dans la nuit, je sens encore ce fil doré me reliant à Julien, si je m'émerveille encore du miracle de notre connexion, je le garde comme une joie privée, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut survivre. Que même quand le monde vous disait que vous étiez inutile, le destin pouvait avoir d'autres plans, que parfois la bête que vous craigniez pouvait devenir l'amour dont vous aviez besoin, et que le vrai pouvoir ne venait pas de se transformer en loup ou de commander des armées, mais du courage d'être vulnérable, de faire confiance, d'aimer de tout son cœur même quand cela vous terrifiait. Au final, je n'avais pas seulement brisé une malédiction, j'avais brisé les chaînes de mes propres doutes. J'avais trouvé la force qui dormait en moi depuis toujours. Et ce faisant, je n'avais pas seulement sauvé un roi, je m'étais sauvé moi-même. Julien se penche pour me murmurer à l'oreille. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même, de croire quand j'avais abandonné l'espoir, d'être exactement qui tu es. » Je me tourne dans ses bras, me dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Merci de t'être agenouillé, murmure-je en retour, de m'avoir fait confiance avec ta malédiction, ton royaume, d'être ma maison quand je n'en avais jamais vraiment eu auparavant. » Et là, sous la lumière de la pleine lune, entourée de nos enfants et de notre peuple, la bête du Nord et la fille qui l'avait apprivoisée dansaient, leur cœur battant en parfaite synchronisation, leurs âmes à jamais entrelacées. Le futur est incertain, plein de défis. Sophie rôde encore dans les ombres, je le sais. Le pouvoir attire les convoitises. Mais pour l'instant, c'est assez. C'est ce moment. C'est nous.